Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler gardien de but, de l'entraînement versus le match. Pourquoi est-ce que les gardiens perdent leur repère par rapport à ce que tu peux proposer en séance et par rapport à la performance de tes gardiens en match. Donc, l'idée, c'est de te passer une présentation qu'on a réalisée avec ma préparatrice mentale Camille Bayet au travers de ce sujet avec un petit teasing à la fin, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo où on te dira un petit peu plus de choses sur ce qu'on voudrait mettre en place via ce webinaire. Le webinaire va être en deux parties. La première, c'est la mienne, où on est vraiment sur la partie terrain et la partie entraînement du gardien. La deuxième, ce sera la partie préparation mentale, où là, ce sera Camille qui prendra le relais et qui mettra en place sa partie. Donc voilà, on fera deux vidéos bien distinctes pour que tu puisses aller piocher les informations qui t'intéressent. Je te propose qu'on démarre tout de suite, du coup, avec donc cette grande question, comme je t'ai dit tout à l'heure, pourquoi est-ce que les gardiens perdent leur repère par rapport à ce que tu vas mettre en place à l'entraînement versus le match. Dans un premier temps, c'était aussi de pouvoir nous présenter. Donc moi, en ce qui me concerne, Dylan Lefriand, je suis éducateur gardien de but et aussi formateur indépendant à côté. Camille, du coup, qui est préparatrice mentale, qui fera sa petite partie à elle tout à l'heure. Avant d'attaquer le webinaire, je te propose un petit audio et d'y réagir de 5 petites minutes qui nous vient de Michael Bouli, qui est l'entraîneur des gardiens du Paris FC, qui devait assister au webinaire et qui malheureusement n'a pas pu être présent. Par contre, voilà, j'ai pu l'avoir au téléphone et voilà, il a pu nous faire un petit audio pour introduire notre webinaire. Donc, on va passer l'audio et je vais y réagir en même temps pour essayer d'expliquer un petit peu plus ce qu'il en est et d'apporter un peu quelques précisions. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse ce petit message pour déjà vous féliciter pour un premier temps par rapport à la démarche que vous faites sur l'aspect de la préparation mentale et le rôle du gardien de but. Alors pour moi, que c'est un sujet qui est très vaste. La préparation mentale, c'est la quintessence de la performance, qui engendre aussi le processus cognitif. Ce sont des activités mentales qui nous permettent de percevoir, analyser, mémoriser et interagir avec notre environnement. Donc il y a plein de sens qui rentrent en ligne de compte, la perception, on va dire l'attention, la mémoire, le raisonnement. On peut aussi inclure l'imagerie mentale. Donc dans un contexte social et sportif, l'aide à la préparation mentale est primordiale. Ce sont des processus aussi qui viennent dans le domaine sportif et social pour renforcer les performances et surtout aussi le bien-être. Alors pour moi, les processus cognitifs sont au cœur de la préparation mentale et vice-versa. Donc pour moi, dans un premier temps, ce qui est important, c'est l'état psychologique de la personne que vous entraînez et comment après je peux utiliser ça après avoir fait le diagnostic. C'est comme la prise d'information. Si on n'a pas une bonne vue, on peut pas avoir une bonne prise d'information. Donc il faut déjà régler l'état psychologique de la personne avec qui on s'entraîne. Alors là, cette partie, elle est hyper intéressante et c'est pour un petit peu comprendre l'idée. Tout comme il explique que voilà, pour avoir une bonne prise d'information, il faut avoir une bonne vue. En fait, dans son idée, c'est de aller chercher le problème et chercher à comprendre. Et si je comprends le problème, je vais pouvoir trouver une solution. Dans l'idée générale, pour lui, c'est de se dire que tu as d'abord, et là il en parle très souvent, il parle beaucoup au-delà de la préparation mentale, il parle de l'état psychologique du gardien. Il y a d'abord la psychologie et ensuite la préparation mentale. Et en fait, en gros, c'est de se dire, de faire les choses dans l'ordre. La psychologie de notre gardien, ou la nôtre, aussi en tant qu'éducateur, ça va être le diagnostic qu'on va réaliser, et la préparation mentale, ça va être l'outil qui va nous permettre de travailler sur l'état psychologique du gardien. Donc voilà, c'est hyper intéressant comme manière de voir les choses, c'est-à-dire que je fais les choses dans l'ordre. D'abord, j'ai un diagnostic, ensuite, j'ai des outils qui me permettent d'aller plus loin et de faire progresser mon gardien en fonction de l'état psychologique dans lequel il est. Qui on entraîne et nous, personnellement, en tant qu'entraîneur. Donc par rapport à ça, on fait un premier état des lieux pour pouvoir après utiliser la préparation mentale. Après, la maîtrise des processus cognitifs est un pilier essentiel de la préparation mentale. On renforce les fonctions perceptives, attentionnelles, etc., etc. Donc le gardien aussi peut atteindre des sommets de performance, allonger son endurance cognitive, au même titre que la préparation physique. Donc cet aspect mental est primordial.
cette partie-là aussi, elle est hyper intéressante. C'est arriver à se dire qu'en fait, plus je vais mettre mon gardien dans des situations complexes, où là, on est déjà un petit peu en train de teaser ce qui va arriver derrière sur la présentation, mais c'est de se dire, si mon gardien, je ne le stimule pas, je ne peux pas le préparer à ce qu'il va vivre en match. Donc aujourd'hui, il y a 2 termes moi, que je trouve intéressants. Il parle d'endurance cognitive. Cette endurance cognitive, elle se travaille. Si je ne mets jamais mon gardien en situation de stress, en situation de stress de temps, stress émotionnel dans mes séances, comment est-ce qu'il peut y réagir le jour du match? C'est pas possible. Donc en fait, il faut lui apprendre, il faut le mettre dans ces situations-là. Le but, ça va être de créer ces situations-là à l'entraînement pour aussi allonger son endurance cognitive. Tout comme on va faire de l'endurance fondamentale sur l'aspect physique pour courir plus longtemps, se fatiguer moins rapidement, etc., pour remplir le réservoir, comme on dit, en fait, sur l'aspect cognitif, c'est exactement la même chose. Mais il faut être capable aussi de jauger, de doser. Si on fait trop de cognitif, à un moment donné, le gardien, il va saturer complètement. Mais si on n'en fait pas assez, on va pas l'entraîner à ça. Donc, c'est important de comprendre cet aspect-là et de comprendre cette partie que si j'entraîne mon gardien à lire des situations et à faire face à des états émotionnels qui sont en lien avec ce qu'il va vivre le jour du match, je vais développer son endurance cognitive. Il y a aussi la gestion des émotions qui est très importante, cet aspect-là. Donc, il faut bien connaître son gardien de but et prendre ce qui est au niveau de l'environnement. Ce qui s'est passé la journée, qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine. Donc, pour moi, tous ces diagnostics et ces sensibilités sont hyper importantes. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien connaître son athlète et son gardien. De plus, il faut bien se connaître nous-mêmes en tant qu'entraîneur par rapport à ce qui est valable au gardien est valable aussi à nous en tant qu'entraîneur. J'adore cette partie parce que franchement, je trouve que ça, des fois, c'est des choses qu'on oublie. Mais avant de vouloir bien connaître nos gardiens, il faut aussi qu'on se connaisse nous-mêmes en tant qu'éducateurs. Ça, pour moi, c'est une certitude. Et tout comme il faut qu'on prenne en compte l'environnement de nos gardiens, quelle journée il a passé, à quelle heure est-ce qu'il s'est levé, est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'il a bien dormi. En fait, nous aussi, il y a des moments où on sera peut-être moins dedans, parce qu'on a passé une sale journée. Ça arrive aussi. Donc, mais ça, c'est aussi important de s'en rendre compte et de le savoir chez nous. Ouais, ce soir, je vais être moins en capacité, moins patient. Ouais, peut-être que ce soir, je vais être moins patient parce que j'ai passé une journée de merde. Voilà, ça peut arriver. Peut-être qu'aujourd'hui, mon gardien, lui, il est dans le même cas. Peut-être qu'une remarque ou d'aller le pousser, aujourd'hui, ce sera pas bon pour lui parce qu'il a pas passé une bonne journée. Donc il faut s'intéresser à l'individu, s'intéresser à la personne qu'on a en face de nous, mais aussi nous être en capacité de voir et de percevoir ce qui se passe en nous et d'agir aussi en conséquence. À nous en tant qu'entraîneur. Et puis pour moi, la performance, elle est liée à l'apprentissage, elle est liée à la psychologie et c'est un lien aussi avec la prise d'information. Donc c'est très important, c'est des choses qui se travaillent. J'ai une anecdote aussi sur Sampoli et Mandanda qui dit que à partir du moment où il l'a fait jouer très haut, Mandanda disait qu'à un moment donné il était un petit peu perdu parce qu'il se retrouvait très loin de ses buts et il devait gérer l'espace arrière et c'est quelque chose qu'il n'avait jamais vécu et jamais entraîné et qu'émotionnellement ça lui coûtait. Pareil, ça c'est génial. Aujourd'hui on a le témoignage de Steve Mandanda du coup qui explique à l'époque de Sampaoli qui lui demandait de jouer très haut, qu'en fait pour lui, émotionnellement, c'était super compliqué. Mais parce que à partir du moment où on ne m'a pas entraîné à gérer cet espace arrière, on m'a pas entraîné dans ces zones-là, on m'a pas entraîné à être loin de mon but, comment est-ce que moi, je peux gérer ça? Et au final, on se rend compte que ça arrive au plus haut niveau. Donc là, ça introduit vraiment un petit peu ce dont on va parler ensuite. L'objectif, c'est aussi d'associer ce qui se passe en match dans nos séances d'entraînement. Qui, selon les systèmes de développement des entraîneurs et la psychologie de l'entraîneur sur ces stratégies, pose un problème aussi aux gardiens d'un point de vue psychologique. Donc, il y a une préparation mentale, bien évidemment, qui sert à tout ça. Donc voilà. Après, pour moi, c'est lié de manière de faire un diagnostic psychologique et après une aide psychologique par rapport à la préparation mentale.
Et on me pose souvent la question sur ce qui suit après l'entraînement cognitif. On me dit souvent, c'est quoi l'entraînement cognitif? Et ben moi, la réponse que je donne, c'est ça existe un entraînement qui soit pas cognitif? C'est la question que je te pose. Je te retourne la question. Ou une situation dans la vie qui ne soit pas cognitive. Voilà, tu traverses le passage clouté, il y a une situation cognitive, prise d'information. Il y a aussi un état. Dans quel état je traverse la route? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis poursuivi, etc. Donc il y a vraiment une réflexion là-dessus. Et pour moi, l'aspect cognitif, pour en finir, avec la cognition, bah, c'est partout. Il suffit pas d'allumer des blaze pods ou de les éteindre pour se prendre pour une lumière. Voilà, j'en terminerai là-dessus. Et donc, pour moi, le lien est très fort entre les deux. Et par contre, si j'ai quelque chose à retenir en premier, c'est déjà l'état psychologique de la personne que j'entraîne et avec l'état psychologique de qui je suis moi pour pouvoir donner le meilleur de moi-même et d'être dans des états qui sont positifs par rapport à l'entraînement. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu un petit peu à la question. Voilà. Moi, je vous encourage vraiment à vous documenter, à élargir ce champ de vision qui est vraiment très important pour le sport de haut niveau. Et on s'aperçoit que l'aspect émotionnel est primordial pour une carrière et pour un développement des performances, que ce soit en tant qu'entraîneur et en tant que gardien de but. Merci et bon courage pour la suite. Je trouve que ça introduit complètement notre sujet. Donc merci à Mika d'avoir pris le temps d'échanger avec nous sur ce sujet. Et pourquoi pas avoir un petit tour avec lui sur la chaîne bientôt. On verra ce qu'il en est. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on enchaîne et qu'on passe vraiment à la suite du webinaire qu'on a présenté. Donc il y avait une première partie où on présentait le GBP. Donc le GBP, c'est l'école de gardien de but que j'ai créé il y a 5 ans maintenant. On va le faire très rapidement pour ensuite aller sur la partie entraînement versus match qui nous intéresse. Et ensuite la troisième partie dans la tête des gardiens avec Camille qui sera faite sur une autre vidéo. Sur la partie de l'EGBP, je vous présente très vite parce que voilà, pour certains qui me connaissent peut-être depuis un peu plus longtemps, j'avais fait une première vidéo où j'expliquais que j'avais plusieurs casquettes à ce moment-là en tout cas. Donc le GBP, c'est École de gardien de but performance. C'est une association que j'ai créée le 8 juillet 2020. L'objectif était très simple, c'était d'accompagner les gardiens de but du secteur dans lequel je suis géographiquement. On a un bureau qui est très familial puisque la présidente c'est ma sœur, la secrétaire c'est ma mère, c'est ma cousine pardon, et la trésorière c'est ma maman. Donc voilà, on voulait faire ça en famille pour être très tranquille. On est basé dans la Drôme et depuis 5 ans, on a une trentaine de gardiens qui sont passés par le GBP, d'une vingtaine de clubs différents. On a réalisé 15 stages sur ces 5 dernières années, plus des séances aussi individuelles pour accompagner les gardiens. Les objectifs, ils sont là, développer les gardiens et gardiennes de but de notre secteur, accompagner vers la performance tous les gardiens qu'on a pu avoir au sein de l'école, former les meilleurs gardiens du secteur Drôme-Ardèche, ça c'est tout nouveau, c'est depuis cette année. Jusqu'à l'année dernière, en fait, on prenait tous les gardiens qui se présentaient, parce que le but c'était aussi de développer le poste et développer développer le poste, oui, sur le secteur. Sauf que depuis cette année, on a changé un petit peu notre fusil d'épaule, on a fait des tests de sélection pour accompagner vraiment les meilleurs profils, entre guillemets, on peut dire ça comme ça, en tout cas que nous, on a ciblé comme les meilleurs profils à potentiel du secteur. Proposer un contenu qui soit différent et complémentaire du travail qui est proposé en club, et ça j'insiste là-dessus, on n'est pas là pour remplacer ce qui se passe dans les clubs, ni pour dire qu'on fait mieux, pas du tout, c'est juste dire qu'on a peut-être une méthode de travail qui est différente et qui est complémentaire avec ce qui se fait dans les clubs. Avoir un rôle éducatif auprès de nos adhérents avec des petites actions éducatives, mettre du lien avec les clubs de nos gardiens, ça c'est pareil, c'est nouveau, puisque l'année dernière on avait 15 gardiens, c'était compliqué pour faire du lien. Là le but c'est d'avoir du lien avec les gardiens qu'on accompagne, cette année on en a 5, donc avoir beaucoup plus de liens avec eux, et développer la culture d'un gardien de but moderne et de la compréhension du jeu, avec pour credo utiliser le bon geste au service du jeu. Donc ça reprend quand même pas mal ce qu'a pu annoncer Mika dans l'introduction. Et en fait, on se base pour ça sur le travail sur les 5 facteurs de la performance. Donc toi, tu dois certainement te dire qu'il y a 4 facteurs de la perf, technique, athlétique, tactique et mentale. Et on a bien ajouté l'aspect cognitif comme étant un facteur de la performance qu'on essaie de développer dans toutes nos séances.
Au niveau du staff technique, eh bien, du coup moi-même, où je suis du coup responsable et entraîneur des gardiens et des gardiennes de l'EGVP. J'ai un BMF depuis l'année dernière, j'ai aussi le CFGB qui est le premier diplôme d'entraîneur de gardien de but. Je suis analyste vidéo indépendant, donc j'ai un diplôme d'analyste vidéo que j'ai passé avec une entreprise privée il y a quelques années. À l'instant où je te parle, je suis responsable technique du club du FC Chabeuil, un club amateur. Je fais partie de l'équipe technique élargie du district Drôme-Ardèche où j'aide surtout sur les PPF, les actions comme ça sur les gardiens de but de temps en temps quand il y a besoin. Et je fais aussi partie de l'équipe technique gardien de but régional, donc de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'intervenais cette année sur les gardiennes de but de la sélection U15 régionale féminine. À côté du coup, Camille qui est préparatrice mentale, donc qui a un master 2 en entraînement sportif, un certificat spécialisé en préparation mentale, qui est indépendante et préparatrice mentale d'un club amateur, l'ASV Montoison, qui joue en R3 et en D3 sur le groupe senior. Elle fera sa présentation un peu plus carrée, un peu plus longue lors de sa vidéo. Au niveau du staff médical, on a Benoît, du coup, qui est notre podologue, qui travaille surtout sur les préférences motrices de nos gardiens. Mathilde, qui est ostéopathe, qui nous permet de remettre un petit peu d'avoir des créneaux quand on a des petits bobos sur le week-end. Heureusement, pour l'instant, on n'a pas trop eu besoin d'elle cette année. Et on a Mégane qui nous a rejoint cette année, qui fait toute la partie communication et un peu sponsoring pour nos événements. Si tu es tombé sur notre webinaire sur les réseaux sociaux, c'est en grande partie grâce à elle. Voilà pour le GVP, c'était rapide. Maintenant, on va aller vers ce qui nous intéresse et c'était le cœur du webinaire. Du coup, l'entraînement versus le match, et on avait appelé ça vers un gardien moderne. Donc c'est ma partie que je vais te présenter maintenant. Et on avait introduit en se disant qu'en fait, on parle souvent, on l'entend de plus en plus ce terme du gardien de but 2.0. Et pour moi, pour comprendre un petit peu ça, c'était aussi de faire une frise chronologique, de se dire voilà ce qui s'est passé ces dernières années, au-delà des dernières années, mais voilà ce qui s'est passé tout court sur les lois du jeu en ce qui concerne le gardien. Donc si on prend la frise, tu as le 8 décembre 1863, où un joueur peut utiliser ses mains, donc on a la naissance du gardien de but, c'est en 1863, donc ça remonte déjà. Et on voit que déjà de 63 à 1896, donc il va se passer une trentaine d'années, où il va y avoir déjà une évolution, où le gardien ne peut prendre la balle à la main que dans sa moitié de terrain. Suite à ça, en 1902, donc 6 ans plus tard, la surface de réparation va apparaître. Pas de règle particulière, mais on a la surface de réparation qui apparaît. Et à partir de 1912, donc 10 ans après, le gardien ne peut se saisir du ballon à la main que dans sa surface de réparation. Donc faut voir quand même, c'est pas énorme, de 1863 à 1912, on est passé de quelqu'un qui peut prendre le ballon à la main de partout sur le terrain, à juste une zone. Donc déjà, le jeu a dû évoluer et a réellement évolué sur ce laps de temps. Là par contre, par rapport à différentes choses aussi historiques, plus grand chose, jusqu'en 1992, où là, pour les plus anciens, ils se reconnaîtront, le gardien ne peut plus prendre le ballon à la main sur une passe en retrait. En ce qui me concerne, je me souviens, je l'ai vécu, alors je l'ai pas vécu directement puisque moi je suis né en 91, mais par contre, à mon époque, quand on jouait en Benjamin, on avait le droit de prendre le ballon à la main sur une passe en retrait. Et j'avais même le droit d'aller prendre le ballon à la main sur une touche. Voilà, je me déplaçais là, la surface de réparation, elle faisait toute la largeur du terrain, et j'allais chercher le ballon à la main sur une touche. Donc ça, déjà, nous aussi, on avait ces règles-là en jeune, et dès qu'on passait moins de 13, il fallait qu'on s'adapte à cette règle-là, parce qu'au final, on nous entraînait pas comme ça. Et en moins de 13, on arrive, t'as plus le droit de prendre le ballon à la main. Donc aujourd'hui, on le voit, cette règle, du coup, elle a évolué. Aujourd'hui, nos jeunes U10, U11, U12, U13 n'ont pas le droit de prendre le ballon à la main sur une passe en retrait, ce qui est pour moi une très bonne chose, puisque les lois se sont adaptées à ce qui se passe sur le foot à 11 ensuite. En 97, la règle sur les passes en retrait, du coup, est étendue aux touches. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Et en 2000, le gardien peut se déplacer librement avec le ballon dans les mains, dans sa surface, mais il est limité à 6 secondes. Faut savoir qu'avant ça, le gardien pouvait se déplacer autant de fois qu'il voulait, il devait juste dribbler avec le ballon 3 fois. Voilà, il devait dribbler pour se déplacer dans la surface de réparation. Donc ça a terminé, à partir de 2000, 6 secondes, ballon dans les mains. Comme ça, on pourrait imaginer que ça a toujours existé. Moi, quand j'ai découvert ça, j'avais eu l'impression que ça avait toujours existé, mais non. Et au final, si on se rend compte, ça fait seulement 25 ans que la règle des 6 secondes existe. Et récemment, on a quand même 2 lois qui sont apparues, qui sont importantes. Le gardien de but doit toujours avoir un pied sur la ligne avant la frappe sur un penalty. Je vous laisserai débattre dans les commentaires, c'est pas le sujet.
Et surtout, la deuxième, le ballon n'a plus à sortir de la surface de réparation sur une sortie de but ou un coup franc pour être en jeu. Et celle-là, 2019, d'accord, donc c'était il y a 6 ans, en fait, ça a été une vraie révolution aussi stratégique et tactique dans l'utilisation du gardien de but au sein de l'équipe, notamment sur les sorties de balles sur 6 mètres. Donc, pourquoi parler de tout ça ? En fait, on se rend compte que à ce poste, toutes les évolutions qu'il y a pu y avoir, elles sont assez dingues et surtout elles sont importantes. Parce que si je prends la règle de la passe en retrait, ça a totalement changé la physionomie du poste. Et ça a changé aussi comment le gardien pouvait se déplacer, l'utilisation qu'on en avait, et on a vu des choses apparaître. Tout ça pour dire qu'au final, en fait, il faut être en capacité de comprendre le jeu. Il y a les lois qui ont évolué, mais aussi de comprendre le jeu pour comprendre comment est-ce qu'on peut faire travailler nos gardiens. Donc dans l'idée, c'est de proposer une modélisation de l'activité football, c'est juste de très rapidement et de manière très succincte expliquer en fait c'est quoi le foot, mais de manière très simple. Une première possibilité, la phase offensive. Mon équipe, elle a le ballon. Dans cette phase offensive, j'ai 2 moments de jeu. La construction, la progression, comment je pars de derrière pour faire avancer le ballon, pour le faire remonter sur le terrain, et comment est-ce que je vais déséquilibrer l'adversaire pour finir et marquer. L'aspect défensif, mon équipe n'a pas le ballon. Soit elle va s'opposer à la progression de l'adversaire, soit je vais m'organiser pour protéger mon but. Entre ces 2 moments-là, il y a un changement de statut. Soit je suis dans une phase offensive, soit je suis dans une phase défensive, mais il se passe quelque chose entre les deux. La première, mon équipe perd le ballon, c'est la transition défensive. La deuxième, mon équipe récupère le ballon, c'est la transition offensive. Et pour finir, on a les coups de pied arrêtés. Coup de pied arrêté offensif d'un côté et coup de pied arrêté défensif. Tout ça pour dire qu'en fait, quoi qu'il se passe, on est toujours dans un de ces moments-là. Et que le match, c'est un cycle avec toutes ces phases de jeu qui vont se répéter au fur et à mesure. Soit j'ai le ballon, soit je ne l'ai pas, soit je le perds, soit je le récupère, soit je suis sur un coup de pied arrêté. Sachant que le coup de pied arrêté est encore quelque chose de différent, mais qui fait partie de l'activité football. Mais en tout cas, sur le cycle, je suis toujours dans une de ces 4 phases. J'ai le ballon, je le perds, je ne l'ai pas, je le récupère. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Pourquoi ? Parce que dans l'idée, c'est aussi de faire un constat. Et le constat, il est simple, c'est qu'en fait, les entraînements actuels qu'on peut voir, alors je ne mets pas tout le monde dans le même sac, bien sûr, mais c'est de manière générale, en fait, c'est que ça ne prend pas en compte l'évolution du poste. Donc l'évolution du poste, c'est tout ce qu'on a vu sur les différentes lois du jeu qui ont évolué au fur et à mesure. Et surtout l'activité et l'environnement du gardien de but dans son match. L'activité, c'est ce qu'on vient de présenter juste avant. Est-ce qu'on prend bien en compte ce cycle et tout ce qui se passe pendant un match par rapport au gardien ? Donc le constat, il est assez simple, c'est qu'en fait, on ne peut plus s'entraîner comme il y a 20 ans, et on peut plus se permettre d'avoir des gardiens qui soient efficaces en séance, mais qui soient complètement perdus en match. Du coup, pour ça, comment essayer de dégrossir le tableau ? On va essayer de modéliser aussi un petit peu l'activité de notre gardien de but en utilisant le même procédé que pour la modélisation du match. Donc, pour nous, l'entraînement du gardien doit tenir compte de l'environnement du match. Ça, c'est le plus important. Je reprends mes thèmes, où j'ai l'aspect offensif, mes transitions, l'aspect def, les transitions def-off et les coups de pied arrêtés. Sur l'aspect offensif, mon équipe a le ballon. Sur l'aspect transition off-def, mon équipe a perdu le ballon. Sur l'aspect défensif, mon équipe n'a pas le ballon. Les transitions def-off, mon équipe l'a récupéré. Et les coups de pied arrêtés. À l'intérieur de ça, je vais rajouter des petites sections. En ce qui concerne mon gardien. Sur l'aspect offensif, on aura le jeu au pied. D'accord ? Sur ce qui est les transitions off-def, donc quand mon équipe perd le ballon, c'est comment est-ce que mon gardien va réagir lui à la perte de balle. Sur l'aspect défensif, quand mon équipe n'a pas le ballon, c'est 2 choix. Soit mon gardien va devoir défendre son but, soit mon gardien va devoir défendre une zone ou un espace. Sur l'aspect transition à la récupération du ballon, on va avoir une transition main-main, c'est-à-dire que le gardien fait un arrêt, capte le ballon et relance à la main, ou une transition main-pied. J'ai récupéré le ballon, je l'ai dans les mains, je passe sur une relance au pied ensuite. Puis pour finir, les coups de pied arrêtés sur les CPA défensifs et les CPA offensifs. Et au final, tout ça, on va pouvoir modéliser notre activité du gardien de but en modifiant les petits items. Sur la phase off, je retrouve bien mon jeu au pied dans la construction et dans la progression.
J'ai aussi mon jeu au pied de déséquilibre en ce qui concerne mon gardien. Sur l'aspect défensif, je vais avoir défendre son but et défendre une zone ou un espace. Et sur mes transitions, comment est-ce qu'il va réagir à la perte et comment est-ce qu'il relance ma main ou ma pied. Maintenant, si on détaille chaque partie. Si on va sur le jeu au pied, l'idée, c'est aussi de se dire, voilà ce que je peux travailler. D'accord? Mais encore une fois, de manière assez globale, tout en étant assez précise malgré tout, mais de manière assez globale, sans rentrer vraiment dans le détail. Sur le jeu au pied, je vais avoir le jeu au pied de conservation. Comment est-ce que je ressors le ballon avec mon équipe? Le jeu au pied de progression. Est-ce que je suis en capacité de casser une première ligne pour pouvoir aller chercher un joueur plus haut sur le terrain? Mon jeu au pied de déséquilibre. Jouer dans le dos de l'adversaire quand le bloc adverse joue très haut. Le jeu au pied sous pression, toujours dans le cadre de la conservation, mais face à une pression qui est beaucoup plus forte vis-à-vis de l'adversaire. La qualité du jeu long, la maîtrise des temps de jeu. Est-ce qu'on est dans un temps de jeu qui est plutôt favorable, un temps de jeu qui est plutôt défavorable pour nous, pour notre équipe? Est-ce que je dois jouer rapidement? Est-ce que je dois jouer plutôt lentement? Comment est-ce que je me place aussi sur les phases de progression et déséquilibre? Est-ce que j'accompagne mon bloc ou est-ce que je reste toujours sur ma ligne? Et l'utilisation du deuxième pied, qui est hyper importante. Sur tout ce qui est réaction à la perte, là, ça va être aussi en lien avec le positionnement du gardien, mais aussi et surtout avec la hauteur à laquelle on perd le ballon. Donc, avoir la capacité à se resituer après une perte de balle haute et à intervenir si nécessaire. La capacité à se resituer après une perte de balle médiane et la capacité à se resituer après une perte de balle basse. Donc ça, c'est plein de petits détails en fait. Et là, déjà, on commence peut-être à voir que dans l'entraînement, tout ça, il va falloir que je le recrée. La capacité à se resituer suite à une perte de balle haute sur le terrain de mon équipe, c'est un type de déplacement qui se travaille. Parce que mon gardien de but, quand le ballon est haut sur le terrain, il n'est pas sur sa ligne. Donc il va peut-être falloir que je recrée ces situations-là en entraînement et en spécifique pour faire en sorte qu'il soit capable de gérer cette partie-là en match. Si je le fais jamais, ça va être difficile pour lui de le gérer lors de la rencontre. Sur l'aspect défendre mon but, ça on va dire que c'est la partie la plus simple, entre guillemets. C'est celle qu'on fait tous, où on n'a pas trop de questions à se poser, entre guillemets un peu moins. La capacité à capter les ballons sur une frappe, donc les prises de balles. La capacité à dévier le ballon dans une zone qui n'est pas dangereuse. Les interventions sur les duels au sol proches, d'accord, proche du but. La capacité à se situer pour fermer les angles de frappe. La qualité des interventions sur les frappes au sol. Et la qualité des interventions sur des frappes à mi-hauteur et des frappes hautes. Pour ce qui est de la défense d'une zone ou d'un espace, là, ça va être d'intervenir dans la petite profondeur. Donc là, c'est moi, je la définis comme ça, ce qui va se passer dans la surface, donc l'espace qui est plutôt juste devant nous, d'accord? Intervenir dans la grande profondeur, c'est l'espace qui est en dehors de la surface de réparation. Alors je sais que certains, sur cet aspect-là, font plutôt l'inverse. Moi perso, dans ma tête, à moi, c'est plus simple de parler de petite profondeur, l'espace qui est devant nous, et de grande profondeur, l'espace qui est plus loin. Bref, ça, chacun fera son interprétation. Intervenir dans le jeu aérien sur un centre dans le jeu, et défendre une nouvelle ligne de but sur un centre en retrait. Donc ça, on va être vraiment dans l'idée où je défends une zone ou un espace. Sur les transitions def-off où mon équipe récupère le ballon, donc c'est moi qui le récupère, je fais un arrêt, je récupère le ballon, je fais une prise de balle ou un plongeon où j'ai capté le ballon, et est-ce que je relance à la main au sol pour conserver? Est-ce que je relance à la main au sol pour progresser? Ou est-ce que je relance en bras roulés pour contre-attaquer? Sur l'aspect main-pied, ça va être la capacité à mettre le ballon au sol pour jouer au pied pour relancer, donc je passe dans une phase de conservation. La capacité à fixer un adversaire pour libérer un partenaire, où là on intègre complètement le gardien dans la stratégie de ressortie de balle. La relance de volée ou de demi-volée pour gagner un deuxième ballon. Et la relance de volée ou de demi-volée de déséquilibre. Ça, c'est deux choses différentes. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, Ederson, Alisson sont des gardiens qui en général, quand ils relancent volée basse, ils ont tendance à se coucher très fort avec un ballon tendu pour aller chercher derrière la ligne défensive, surtout sur des contre-attaques, après un corner ou après un centre, pour lancer des contre-attaques. Et à l'inverse, on l'a vu beaucoup pendant la Coupe du Monde 2018 avec Hugo Lloris qui prenait son temps et qui envoyait des ballons très hauts, mais dans une zone qui était recherchée et ciblée pour souvent Olivier Giroud qui venait jouer le duel et gagner ensuite un deuxième ballon autour où les joueurs se rapprochaient de la zone du point de chute du ballon et surtout de la zone de duel de Giroud. Donc ça voilà, c'est pareil, on dégage pas pour dégager, il y a une volonté, il y a au moins une zone qui est recherchée avec une véritable envie de créer quelque chose.
Pour finir, les coups de pied arrêtés, bon là c'est assez simple, hein, les CPA défensifs, comment est-ce que je gère mes coups francs, comment est-ce que je place mon mur, où est-ce que je me situe moi, où est-ce que je me place en fonction du pied du frappeur. Gestion des corners, c'est pareil, j'ai pas intégré les touches dedans, même si sur les touches très hautes on pourrait le faire. Et les CPA offensifs, moi, la gestion de mes 6 mètres, des coups francs qui sont proches de chez moi, est-ce que je les frappe, est-ce que je les frappe pas, et gestion des corners, où est-ce que je me situe sur les corners pour mon équipe. Donc l'idée c'était aussi de on va dire, dégrossir un petit peu le tableau sur ce qu'on peut faire. Et encore une fois, c'est quand je prends un item là-dedans, en fait, le remettre en lien avec le match, tout le temps. Dans tout ça est intégrée cette capacité à communiquer et non à commenter, qui pour moi, chez les plus jeunes, est hyper importante, parce que souvent, on dit à nos gardiens, ou alors moi on vient me voir, on me dit je comprends pas, mon gardien il parle pas. Ouais ok, il parle pas, mais est-ce qu'il sait ce qu'il doit dire? Est-ce qu'il sait ce qu'il doit raconter? Non, en fait en général c'est pour ça qu'ils parlent pas les gamins. Donc c'est important de leur expliquer ce qu'ils doivent dire, et surtout communiquer c'est pas commenter. Bien joué, on s'en fout. Alors on s'en fout, je suis un peu méchant, c'est bien d'encourager le copain, mais à un moment donné, bien joué, ça fait rien, ça ne donne rien. Par contre, ferme intérieur, attention à droite, attention à gauche, avec un prénom, ça c'est autre chose. Et ça c'est pareil, c'est des choses qu'il faut essayer de leur inculquer, de leur emmener pendant l'entraînement. Du coup, pour conclure cette partie-là, c'est de se dire que l'entraînement du gardien de but, elle doit évoluer. Elle doit évoluer parce qu'on doit être en capacité de développer les compétences techniques dans les situations de match. Réaliser une prise de balle pour réaliser une prise de balle, est-ce que ça a un réel impact sur son efficacité en match? On doit développer leur lecture tactique dans les situations de match. Qu'est-ce qui me permet, qu'est-ce qui va se passer? D'anticiper ce qu'il va se passer. De développer leur prise de décision et développer la reconnaissance des situations. Si je travaille une situation d'entraînement, c'est pour pouvoir la vivre, pour pouvoir émotionnellement la vivre, cognitivement la vivre et être en capacité, une fois que je la vois sur le terrain, de la reconnaître et d'avoir le geste approprié à la situation qui est demandée. Donc, on peut en conclure que l'idée, c'est d'avoir une méthodologie d'entraînement qui sera basée sur le match et sur la lecture des référents cognitifs. Les référents cognitifs, c'est tout ce qui va me permettre de prendre une décision qui n'est pas faite au hasard, qui est basée sur des faits et sur, encore une fois, je le reprends, la reconnaissance des situations. Et je terminerai cette partie avec une petite phrase de Mika qu'il a souhaité rajouter. Sur les systèmes d'apprentissage, je vais la lire. L'aspect du système d'apprentissage a une incidence majeure sur l'état psychologique du gardien de but. C'est tout simplement une image qui reflète ce qu'a pu dire Mandanda quand Sampaoli lui demandait de jouer haut. On lui a jamais appris à Mandanda à jouer haut et à se retrouver si loin de son terrain. Donc psychologiquement, émotionnellement, pour lui, c'était compliqué. Si aujourd'hui, nos gardiens, on leur apprend un maximum de choses, on leur fait vivre un maximum d'émotions, un maximum de sensations pendant l'entraînement, on leur ouvre tout le champ des possibles pour le match et pour aussi leur future carrière, si je peux dire ça comme ça, on leur ouvre tout. Si on les enferme uniquement dans le fait de travailler que dans ces 6 mètres, sur des plongeons, sur leur faire sauter des, etc., je dis pas qu'il en faut pas, attention, mais si on fait que ça, en fait, est-ce que c'est des gardiens à qui on va permettre émotionnellement, psychologiquement, de se construire pleinement autour de ce poste-là, qui, on l'a vu, en fait, évolue tout le temps. Le gardien des années 90 n'est pas le même qu'aujourd'hui. Il a évolué. Je pense que tout le monde est totalement OK pour dire ça. Maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce que nous, en tant qu'éducateurs, on fait pour accompagner nos gardiens dans cette évolution du poste? Donc l'idée, en fait, qu'on a eue avec Camille, avec ma préparatrice mentale, c'était surtout, au travers de ce webinaire, de sensibiliser là-dessus, sur l'importance qu'on a, nous, en tant qu'éducateurs, sur notre ouverture d'esprit, sur l'entraînement. Moi, personnellement, j'ai 33 ans, j'ai pas été entraîné de cette manière-là, parce que le poste n'était pas le même quand je jouais. Par contre, aujourd'hui, je suis persuadé qu'il faut réellement qu'on change notre manière de voir et de concevoir l'entraînement pour faire en sorte que nos gardiens soient de plus en plus efficaces.
Donc tu l'auras compris, le but de ce webinaire, c'était vraiment de sensibiliser les éducateurs qui étaient présents, mais aussi de pouvoir leur proposer une journée d'accompagnement et de formation qui va se dérouler le 26 avril dans la Drôme. Donc il y aura plus de détails qui seront à venir sur une journée complète où justement l'idée ce sera de pouvoir parler de la philosophie, la manière dont on a de voir et de concevoir l'entraînement du gardien de but, avec des séances cadres, une séance cadre notamment que j'animerai sur le terrain, où les stagiaires vont passer un petit peu à la mode FFF, mode formation fédé sur le terrain en tant que cobaye, parler de la structure d'une séance spécifique, comment est-ce que je construis ma séance par rapport au match, avoir un atelier de conception où les stagiaires vont pouvoir concevoir des procédés d'entraînement en lien avec la méthodologie que l'on a sur l'entraînement du gardien de but. Ensuite, passer sur le terrain en tant qu'éducateur, encore une fois comme sur le modèle fédé. Et ensuite, avoir un retour en salle avec une partie que Camille animera sur la préparation mentale du gardien de but. Et on clôturera cette journée. Donc si jamais ça t'intéresse, il y a un petit lien pour s'inscrire sur la formation. T'as juste à cliquer dessus, tu t'inscris. Ou alors si tu as besoin de plus d'informations, tu n'hésites pas à le mettre dans les commentaires et on te répondra avec grand plaisir. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. La partie 2 de Camille arrivera où elle va plutôt traiter toute la partie préparation mentale du gardien de but. À bientôt, ciao!